In North Ridgeville. She was in court this morning and she is accused of stalking and identity theft. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se croire intouchable dans un tribunal censé rendre des comptes? Une jeune enseignante de l'Ohio y entra, souriante, persuadée que son passé ne la poursuivrait pas. Mais derrière ce visage serein se cachait une tempête prête à éclater. En quelques secondes, ses certitudes volèrent en éclats et sa vie bascula dans une chute publique. Ce n'est pas seulement une histoire de crime, c'est une histoire d'obsession, de pouvoir et du moment où la confiance se heurte à la justice. Un seul sourire suffit à sceller son destin. L'enseignant qui ne pouvait pas lâcher prise. You are? Were you in his vehicle earlier? No? Well, we went to... Hannah Freeman était le genre d'enseignante en qui les parents avaient une confiance absolue. À 27 ans, jeune, enthousiaste et dévouée à ses élèves de Seaman à la Ranger High-Tech Academy de North Ridgeville dans l'Ohio, sa classe était un véritable bouillonnement de couleurs, de rires et d'un optimisme communicatif qui forçait l'admiration de ses collègues. Mais derrière les plans de cours et les sourires se cachait une histoire personnelle douloureuse. Une rupture amoureuse l'avait profondément marquée, et ce qui avait commencé comme un chagrin d'amour s'était peu à peu transformé en obsession. Lorsque son petit ami de longue date l'avait quittée en 2024, elle avait eu du mal à l'accepter. Cette séparation avait été vécue comme un rejet, et ce rejet était devenu une véritable obsession. Where'd you go get dinner at? Kings. King's? Kings, yeah. Raising Cane's? Which one? North Olmsted. North Olmsted? Okay. Au début, ses agissements semblaient être des tentatives de réconciliation. Elle envoyait des messages, passait chez lui et attendait près de lieux familiers, espérant le croiser. Mais en quelques semaines, la situation a dégénéré. Elle a commencé à le suivre, se présentant à son travail, chez ses parents et devant son appartement. Les visites se sont multipliées jusqu'à 33 apparitions en 10 à 9 jours. Ce qu'elle percevait comme de la persévérance, tous les autres le voyaient comme une escalade. Elle ne se contentait pas de l'observer, elle le harcelait. Les rapports de police décrivent un schéma inquiétant. Hannah était montée dans sa voiture sans permission et avait dérobé un ordinateur portable, des portefeuilles et d'autres objets d'une valeur d'environ 1 000 $. Interrogée, elle a tout nié, insistant sur le fait qu'il l'avait invitée ou que les objets lui appartenaient. Sa confiance restait inébranlable malgré l'accumulation de preuves. À ses yeux, l'amour s'était mué en justification. Elle se disait qu'il s'agissait de tourner la page, mais son comportement avait basculé dans l'obsession criminelle. I don't know what to tell you. Okay. Did you take some items from him last night? Après des semaines de terreur, son ex-petit ami a finalement appelé le 911. Sa voix était calme, mais fatiguée. Il a expliqué qu'elle le suivait toutes les nuits, qu'elle se garait près de son travail et qu'elle ne s'arrêtait jamais. Pour la première fois, les forces de l'ordre ont pris conscience de l'ampleur de ses actes. Pour eux, il ne s'agissait plus d'un chagrin d'amour, mais d'une question de contrôle. L'obsession devient criminelle. Ce qui avait commencé comme un chagrin d'amour s'était transformé en enquête. Les rapports de police révélaient que le comportement d'Hannah Freeman n'était plus une impulsion émotionnelle, mais une traque délibérée. Elle suivait son ex-petit ami partout où il allait, plongeant sa vie dans un cycle infernal de peur et d'incertitude. Les policiers ont constaté sa présence près de son lieu de travail, de son immeuble et même du domicile de ses parents. Your phone in the car? I am. I'm putting it down. I'm putting it down. Step over I'm putting it down. here. Turn around, put your hands behind your back. Chaque visite brouillait la frontière entre le deuil et le crime. Les voisins ont commencé à remarquer la même voiture garée dans leur rue tard le soir. Son ex évitait les itinéraires habituels, mais elle semblait toujours le retrouver. La police a commencé à étayer son dossier. Ils ont comparé les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques et les témoignages. Tout convergeait vers la même conclusion. Les visites d'Hannah n'étaient pas accidentelles, elles étaient planifiées. Son insistance à clamer son innocence n'a fait qu'alimenter les soupçons. Plus inquiétant encore était son assurance. Elle répétait souvent que son père était le chef de la police de North Ridgeville et qu'il ne lui arriverait rien de grave. C'était le genre d'arrogance qui mettait les policiers mal à l'aise. Lorsque l'affaire parvint au parquet, la réputation d'Hannah commençait à s'effriter. Les parents d'élèves chuchotaient à propos des rumeurs. L'administration la plaça sous surveillance discrète pendant que les enquêteurs poursuivaient leur travail. L'admiration que l'on portait autrefois à cette jeune enseignante fit place au doute et à l'incrédulité. Where are your keys for the car? I don't know. Après avoir réuni suffisamment de preuves pour l'inculper de harcèlement, de vol et de plusieurs délits mineurs,
La police a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Lorsque les agents se sont approchés de sa voiture, garée devant une zone commerciale, elle semblait plus agacée qu'effrayée. L'instant où ses poignets ont été menottés a marqué le passage de la rumeur à la réalité. L'enseignante qui prêchait autrefois la responsabilité était désormais elle-même la leçon à donner. La chute de la salle de classe. With stalking and stealing from her ex-boyfriend, Kaitoke reports from Westlake where Freeman was arrested. Anna Freeman? Hannah Freeman? L'arrestation d'Anna Freeman a provoqué une onde de choc à North Ridgeville. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une enseignante réputée pour sa gentillesse et son ambiance chaleureuse en classe se retrouvait soudainement au cœur d'une enquête pour harcèlement. Les parents étaient abasourdis, les collègues silencieux, et les élèves posaient des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Le district a publié un bref communiqué confirmant son départ, sans donner de détails. À l'intérieur de l'école, les murs qui résonnaient autrefois de son rire semblaient désormais plus froids, plus lourds, comme s'ils portaient le poids d'un secret que tous connaissaient déjà. Hannah avait bâti son identité sur le respect, la confiance et l'admiration. Cette image s'est effondrée du jour au lendemain. Sa photo d'identité judiciaire est apparue aux informations locales. Un regard vide avait remplacé le sourire confiant qu'elle arborait autrefois. Il était difficile de croire que celle-là même qui enseignait la patience et la maîtrise de soi avait passé des semaines à tourmenter un autre être humain. Pourtant, à mesure que les enquêteurs présentaient le déroulement des faits, le déni devenait impossible. Elle s'était rendue au domicile et au travail de son ex-petite amie plus de 30 fois en moins de 3 semaines. Elle avait pris ses affaires, l'avait suivi la nuit et avait refusé de s'arrêter malgré les avertissements de la police. He alleged that during a fight on this particular night, Freeman entered his unlocked car and stole 2 backpacks, which had multiple laptops. Son arrestation ne s'est pas faite sans heurts. Les images de la caméra corporelle l'ont filmé en train de se disputer avec les policiers alors qu'on lui passait les menottes devant sa voiture. La même assurance avec laquelle elle charmait autrefois ses élèves se transformait désormais en défi. La vidéo s'est rapidement propagée sur Internet, suscitant une vive indignation. Certains estimaient qu'elle avait besoin d'aide, d'autres qu'elle méritait une sanction. L'institutrice modèle était devenue un symbole d'avertissement. Derrière les barreaux, la réalité commença à s'imposer. Elle n'était plus Mel Freeman, l'institutrice souriante. Elle était désormais la détenue Freeman, parmi tant d'autres attendant leur procès. Son avocat s'activa pour négocier un accord, espérant lui éviter la prison. Pour Hannah, le plan était simple, plaider coupable pour des délits mineurs, accepter une mise à l'épreuve et recouvrer sa liberté. Une stratégie fondée sur l'optimisme et le privilège, mais qui allait bientôt s'effondrer devant le juge même qu'elle pensait pouvoir impressionner. La salle de classe qu'elle avait quittée resta vide pendant des semaines. Les pupitres furent vidés, son nom effacé de la porte, et sa chute devint une histoire que les parents racontaient à leurs enfants pour illustrer comment l'obsession peut détruire même les vies les plus prometteuses. Le sourire au tribunal. You have the opportunity to speak before we announce your sentence. What would you like me to know? Le matin de son audience de détermination de la peine, Hannah Freeman entra dans la salle d'audience comme si elle était sur une scène familière. Les flashs crépitèrent à son entrée. Son visage était calme, ses pas assurés, la tête haute. Elle affichait la même assurance qui, jadis, avait inspiré confiance aux parents et admiration aux élèves. Pour tous les spectateurs, elle ressemblait davantage à une invitée qu'à une accusée. Ceux qui avaient suivi l'affaire s'attendaient à la voir pleurer ou à la voir exprimer sa nervosité. Au lieu de cela, ils virent un sourire. Ce même calme, qui avait jadis charmé une salle de classe, se dressait désormais comme un défi au jugement. Elle pensait que son accord de plaidoyer lui garantissait la clémence. Elle avait plaidé coupable de 3 délits mineurs, s'attendant à une mise à l'épreuve, un suivi psychologique et un retour paisible à une vie normale. Son avocat l'avait assuré que le juge serait probablement indulgent. Pour elle, le plus dur était déjà fait. Cette audience n'était qu'une formalité avant d'être libre. Lorsqu'elle s'est adressée au tribunal, sa voix était aussi posée que celle qu'elle employait avec ses élèves. Elle a exprimé des regrets, mais aucune crainte. Elle a déclaré avoir retenu la leçon et qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans ce tribunal. Le juge écouta en silence. Puis, son ton changea. Ses paroles furent fermes, délibérées et sans appel.
Hannah purgerait 7 jours de prison, suivis de 90 jours d'assignation à résidence. Elle devrait également suivre une thérapie obligatoire et rester sous probation. Un silence de mort s'installa dans la salle d'audience. Le visage d'Hannah se figea. Toute sa confiance disparut lorsqu'elle réalisa que sa liberté venait de lui être arrachée. Son avocat se leva brusquement, abasourdi par la décision. La voix du juge demeura calme, mais inflexible. La sentence était sans appel. L'avocat d'Hannah tenta de retirer son plaidoyer, arguant que la prison était inattendue, mais la requête fut immédiatement rejetée. En quelques secondes, la femme qui pensait pouvoir charmer la justice se retrouva emmenée par les adjoints du shérif. Son visage pâlit, ses mains tremblaient, son sourire s'effaça. La crise filmée par la caméra. She's here with her lawyer, Michael Kinlan. Assistant County Prosecutor Patrick White is here for Brandon Pateo, who is in trial in another courtroom. Les images de cette audience sont devenues l'un des moments les plus visionnés de l'année. Ce qui avait commencé comme une simple audience de détermination de la peine s'est transformé en un symbole viral de l'arrogance confrontée à ses conséquences. Sur la vidéo, Hannah Freeman se tenait devant le juge, calme et défiante, parlant avec assurance, le sourire imperturbable. Mais quelques secondes plus tard, au moment où la sentence était prononcée, le calme qu'elle arborait comme une armure commença à se fissurer. Son visage se décomposa, ses mains tremblèrent. Elle cligna rapidement des yeux, comme si elle tentait de se réveiller d'un rêve qui lui échappait. Misdemeanor count 1, obstructing official business. A second-degree misdemeanor count 2, and possessing criminal. La vidéo montrait son avocat lui chuchotant avec urgence tandis qu'elle fixait le vide, les lèvres tremblantes. Puis vint l'instant qui resta gravé dans les mémoires. Son visage se figea dans l'incrédulité, des larmes ruisselant sur ses joues. Elle secoua lentement la tête, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. En un instant, l'enseignante sûre d'elle avait disparu. Il ne restait plus qu'une femme terrifiée, impuissante et perdue face au monde. I don't understand what you're telling me. There's 4 single-spaced type pages. Les policiers se sont approchés, lui ordonnant de se préparer à être placé en garde à vue. Elle a agrippé le bras de son avocat, le suppliant en silence, le souffle court. La caméra n'a pas bronché. Chaque seconde de sa panique a été capturée. L'effondrement de son sang-froid, la chute de sa fierté. Cette même femme qui se croyait capable de se sortir de n'importe quelle situation par la parole s'effondrait maintenant devant des inconnus, des caméras et les gros titres des journaux. You didn't agree with me, Mr. Kinlan, and I am charged with sentencing. At this point, Your Honor, I'm going to make a motion to withdraw her plea and we'll rather go to trial. La vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux en quelques heures. Les médias l'ont diffusée en boucle, chaque rediffusion amplifiant l'effondrement émotionnel. Les spectateurs étaient fascinés. Certains y voyaient justice, d'autres une tragédie. Quelques-uns, les deux. Le récit édifiant d'une femme brisée non seulement par un crime, mais aussi par son propre déni de contrôle. L'opinion publique était partagée entre empathie et jugement, mais personne ne pouvait nier la violence et l'authenticité de la scène. This is not my problem. I don't think it's my problem. We're done. À l'intérieur du tribunal, ses sanglots résonnèrent longtemps après qu'elle ait été emmenée. Même les agents du tribunal reconnurent que ce changement était bouleversant. Ce n'était ni de la rage ni de la rébellion qu'ils entendaient. C'était du désespoir, de la peur et la lente prise de conscience que sa vie avait basculé à jamais. La vidéo devint plus qu'une simple preuve de condamnation. Elle devint le reflet de la fragilité humaine. L'instant où la confiance se heurta à la vérité, l'instant où un sourire se mua en un appel à la clémence. Et une fois rendu public, il n'y eut plus de retour en arrière. La réaction du public. Hey. 24 heures après la condamnation d'Hannah Freeman, son effondrement avait fait la une de tous les grands médias. Des extraits circulaient à la télévision et sur les réseaux sociaux, chacun accompagné du même titre, « L'enseignante souriante qui se croyait intouchable ». Les téléspectateurs s'arrêtaient pour observer sa transformation, passant de l'assurance à la ruine, repassant en boucle l'instant où son sang-froid s'était dissipé. Ce qui fascinait, ce n'était pas le crime en lui-même, mais la chute, l'effondrement visible de son orgueil.
La vidéo est devenue une fable moderne, disséquée, débattue et partagée à l'infini. Les discussions en ligne se sont transformées en tribunaux numériques improvisés. Certains estimaient que le juge avait été trop sévère, qu'Hannah avait besoin d'aide plutôt que d'humiliation. Ils voyaient en elle une femme rongée par le chagrin, ses erreurs amplifiées par le feu des projecteurs. D'autres défendaient la sentence, la qualifiant de mesure nécessaire contre le harcèlement et l'abus de pouvoir. Ils rappelaient que la victime vivait dans la peur, que l'amour s'était mué en harcèlement bien avant l'arrivée des caméras. Entre compassion et mépris, le nom d'Hannah est resté au cœur des discussions pendant des jours. Ses anciens élèves et les parents qui l'admiraient étaient sous le choc. Nombre d'entre eux disaient ne pas pouvoir concilier l'enseignante attentionnée qu'ils avaient connue avec la femme qu'ils voyaient désormais en larmes, menottée. Le district scolaire a publié un communiqué officiel confirmant que son contrat ne serait pas renouvelé. En coulisses, le personnel a retiré ses effets personnels de la salle de classe, qu'elle avait autrefois ornée de posters motivants et de décorations colorées. Sa chute était totale, non seulement aux yeux de la loi, mais aussi dans le cœur de ceux qui la respectaient. Des psychologues et des juristes se sont joints au débat, analysant son langage corporel et les mécanismes de contrôle. Ils ont décrit son sourire comme un masque de déni, sa confiance comme un mécanisme de défense s'effondrant sous le poids de la réalité. Chaque mouvement, chaque larme, chaque clignement d'œil était scruté comme une preuve. Mais ce qu'aucun expert ne pouvait expliquer, c'était la rapidité avec laquelle le monde est passé de l'empathie au divertissement. L'histoire cachée. Alors que les journalistes enquêtaient sur le passé d'Hannah Freeman, un tableau inquiétant se dessinait. Son comportement ne se limitait pas à cette seule relation. Les rapports de police révélaient des incidents antérieurs, des signaux d'alarme mineurs ignorés ou passés sous silence. En 2022, la police avait été appelée à son domicile à 2 reprises pour tapage nocturne. Ses voisins se souvenaient de ses cris tard dans la nuit, de ses accès de colère pour des broutilles. À l'arrivée des policiers, elle aurait déclaré qu'elle ne risquait rien, car son père était le chef de la police de North Ridgeville. Cette déclaration, restée gravée dans les rapports, était un signe glaçant de suffisance. Ces incidents antérieurs n'avaient jamais donné lieu à des poursuites, et elle avait continué d'enseigner sans conséquence. À l'époque, on la décrivait comme émotive mais inoffensive, une personne comme les autres aux prises avec des problèmes personnels. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien affirmaient avoir toujours perçu des signes d'instabilité. Ses collègues se souvenaient de ses sautes d'humeur, de sa difficulté à clore les disputes et de sa tendance à transformer ses échecs personnels en obsession. Pour eux, le harcèlement n'était pas un effondrement soudain, mais le résultat d'années d'avertissements ignorés. Lorsque l'affaire des 24 ans a éclaté, le schéma est devenu indéniable. Son assurance à défier la police et à ignorer les limites semblait provenir d'années de conviction qu'elle pouvait contourner les règles. Même lors de son arrestation, elle paraissait plus gênée qu'effrayée. Le sentiment de supériorité qui l'avait jadis protégée a causé sa perte. Le tribunal ne la voyait plus comme une femme en proie à un chagrin d'amour, mais comme une récidiviste qui avait choisi de franchir toutes les limites. La révélation de la position de son père a attisé la colère publique. Nombreux furent ceux qui accusèrent le système de complaisance à son égard, jusqu'à ce que les preuves deviennent trop publiques pour être ignorées. D'autres soulignèrent l'ironie de la situation, la fille d'un chef de police croyant que son insigne la protégerait des conséquences de ses actes. La vérité était plus simple et bien plus tragique. Hannah avait confondu privilège et pouvoir. La révélation de son passé a anéanti toute trace de compassion. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour et de chagrin s'était mué en un récit d'arrogance et de déni. Chacune de ses décisions semblait guidée par la conviction qu'elle pouvait en contrôler l'issue. Mais lorsque le piège s'est refermé sur elle, son passé n'a pas seulement été dévoilé. Il est devenu la raison pour laquelle sa punition était si lourde. La loi a le dernier mot. Lorsque le marteau du juge s'abattit une dernière fois, le message était clair.
le tribunal n'était pas un lieu pour le charme ou la persuasion. C'était un lieu où les actes parlaient plus fort que les explications. Hannah Freeman l'avait appris trop tard. Chaque plaidoyer, chaque excuse, chaque larme fut étouffée par les derniers mots du juge. La loi avait écouté, observé et tranché. Et à cet instant, l'illusion de contrôle qu'Hannah entretenait avec tant d'assurance s'évanouit à jamais. Go along with it, it makes sense. As your plea. Didn't ask me, sorry. Plea is not knowingly voluntary. Les propos du juge résonnèrent dans la salle silencieuse. Il évoqua la responsabilité, expliquant que les troubles émotionnels ne sauraient justifier le harcèlement ou le vol. Il rappela à l'assistance que le chagrin d'amour n'excusait pas l'obsession. La décision d'incarcérer n'était pas motivée par la cruauté, mais par la nécessité. Le tribunal avait vu une jeune femme sombrer de l'amour à la délinquance, du respect au déshonneur. La peine, bien que courte, était symbolique. Elle rappelait que même les personnes privilégiées et instruites doivent assumer les conséquences de leurs actes. À l'extérieur, les analystes juridiques ont qualifié cette décision de l'une des plus importantes de l'année en matière de délits mineurs. Elle a donné le ton pour les affaires futures de harcèlement et de traque. Pour une fois, le système avait opté pour la fermeté plutôt que la compassion. Le fait qu'Hannah Freeman ait été chargée, un temps, de former de jeunes esprits rendait ses actes d'autant plus graves. Elle n'avait pas seulement enfreint la loi, mais avait aussi violé les principes mêmes qu'elle était censée enseigner, la retenue, l'honnêteté et le respect. Pour Hannah, ces 7 jours de prison marquèrent le début d'une longue chute. Le monde qu'elle maîtrisait autrefois par son assurance et son charme avait disparu. Le respect qu'elle avait acquis s'était évanoui, remplacé par la curiosité et le ridicule. Les journalistes la décrivirent à la fois comme un exemple à ne pas suivre et un rappel de la manière dont la justice concilie empathie et conséquence. L'expression « la loi a le dernier mot » devint indissociable de son affaire. Elle fit la une des journaux, fut citée dans les commentaires et relayée sur les réseaux sociaux. Son histoire ne lui appartenait plus. Elle appartenait à tous ceux qui la regardaient et la jugeaient. La leçon qu'elle n'a jamais enseignée. Dans les mois qui suivirent sa condamnation, le monde continua de tourner la page, mais l'image de la chute d'Hannah Freeman demeura. La salle de classe, qu'elle considérait comme sa deuxième maison, resta vide, son nom rayé des annuaires scolaires, sa réputation effacée des bulletins d'information du district. Les parents murmuraient son nom à voix basse, avertissant leurs enfants que la confiance sans conscience ne mène à rien de bon. L'enseignante brillante et ambitieuse qui parlait jadis d'intégrité était devenue l'exemple vivant de ce qui arrive lorsque l'orgueil remplace la responsabilité. Hannah a purgé sa courte peine de prison discrètement, loin des caméras et des gros titres. Selon certains témoignages, elle passait ses journées isolée, à méditer sur ce qui l'avait conduite là, bas. Mais la réflexion ne peut effacer les dégâts. Son agrément d'enseignante a expiré, son dossier professionnel a été entaché et sa crédibilité anéantie. La même communauté qui lui faisait autrefois confiance la considérait désormais comme une étrangère. Elle avait bâti son identité sur l'admiration qu'elle suscitait. Et lorsque ce socle s'est effondré, il ne lui restait plus rien sur quoi se raccrocher. Ce qui a rendu son histoire inoubliable, ce n'était ni le crime, ni la dépression nerveuse, mais l'ironie. Elle avait passé des années à inculquer le sens des responsabilités aux enfants tout en le bafouant secrètement dans sa propre vie. Elle avait mis en garde ses élèves contre les conséquences de leurs actes, sans se rendre compte à quel point elle était proche d'en faire l'expérience. Finalement, la leçon qu'elle n'a jamais enseignée est devenue celle qu'elle incarnait. Les émotions incontrôlées détruisent, et nul, quelles que soient ses origines, n'est au-dessus des lois. Les images de son effondrement au tribunal continuent de circuler, désormais dénuées de toute indignation et perçues davantage comme une réflexion. Les spectateurs ne rient plus et ne condamnent plus avec autant de virulence. Ils voient une personne victime de ses propres choix, une femme dont l'assurance l'a aveuglée sur une vérité fondamentale. La justice est impartiale. L'enseignante, autrefois souriante, est devenue le symbole d'une vérité plus ancienne que le tribunal lui-même. Chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, finit par avoir un prix.